Salut à tous, salut Chris, Salut Anthony, salut à tous. bienvenue pour ce 23e podcast. Alors on y va avec les questions de la semaine. Donc première question, let's go. On voit de plus en plus de gens consommer de la glace avant de se coucher. Quelle en est la raison? Alors vas-y parce que cette mode, ça vient en partie de toi. Alors, ça vient pas de moi à la base, hein. Tu l'as popularisé, on va dire quand même. Bah, ouais, parce que ça me faisait marrer en fait. Alors vas-y, explique-toi pourquoi de la glace et pas n'importe quelle glace, il me semble. Selon tes rituels, gourou que tu es. Ah, vas-y, justifie-toi, mon ami. Ouais, alors, j'ai me justifier. Et alors, déjà, d'une, je dis que ça vient absolument pas de moi, hein, ça, pas de moi. Alors, Ça vient de qui, d'ailleurs? Au, euh, au- au alors, début. alors ça vient à la base d'Américains, en fait. D'Américains et par rapport à une notion qui s'appelle quoi manger avant de dormir, pour quelle raison et dans quel but. Et en fait, on parle presque de régime pro-métabolique, mais je vais vous expliquer pourquoi tout ça. Et donc ça vient pas de moi, et puis ça a été popularisé. Alors par qui en France? Qui a commencé à populariser les glaces avant de dormir? Je crois que c'est Claudia ou Gaëtan. Enfin bref, je ne me rappelle plus, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et du coup, bah, leurs élèves ont aussi consommé des glaces. Et c'est vrai que moi, très souvent, je mange aussi de la glace avant de me coucher. Ce n'est pas systématique, mais c'est très fréquent. C'est très fréquent. Alors, il faut savoir une chose, c'est que, alors ça peut être de la glace, mais ça peut être autre chose, hein. C'est pas forcément la glace, c'est le côté aussi, je pense, qui est bon. Et que la glace regroupe en fait des graisses saturées par la crème du lait et du sucre. Et en fait, il faut savoir que quand on dort, on passe par une phase de jeûne pendant toute la nuit. Et souvent, on a des personnes, par exemple, qui se réveillent la nuit parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont du mal à dormir, parce qu'ils sont agités, tout ça. Et souvent, le fait d'avoir justement euh, du sucre et des graisses saturées, ça abaisse son taux de cortisol. Et le fait d'abaisser le taux de cortisol, ça permet de beaucoup mieux dormir, d'avoir un sommeil très réparateur. Et on sait aujourd'hui que le sommeil est un facteur hyper important pour, euh, pour prendre de la masse musculaire, pour avoir une perte de poids optimale, etc., etc. Voilà. Et en fait, ça permet d'avoir ces stocks de glycogène hépatique remplis à bloc et pendant le sommeil, ne pas être justement en mode survie où il y a une sorte de stress engendré par le foie qui a vidé ses stocks de glycogène. Donc, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais le but, en fait, il est là. Alors, on préfère ça avec autre chose, hein. On préfère ça avec un morceau de fromage, avec du miel, avec un yaourt, ou avec une crêpe à la farine de patate douce, tout simplement, si vous ne voulez pas consommer de produits laitiers, avec une crêpe à la farine de patate douce, parce que les œufs contiennent aussi des graisses saturées, et avec des glucides, avec un peu de miel et tout ça. Donc voilà. D'où ce concept de consommer une glace. Alors pourquoi certaines glaces et pas toutes? Parce que certaines glaces ont des aliments qui sont de meilleure qualité. Alors, par exemple, Häagen-Dazs, celle à la vanille, par exemple, eh ben, il n'y a pas 36 000 produits chimiques dedans. Il y a de la crème laitière, du sucre, quelques aliments, mais pas de merde chimique supplémentaire ou d'additifs supplémentaires. Je crois qu'il y a les glaces Picard aussi, la gamme dans la sélection, qui est excellente aussi. Il y a très peu d'ingrédients nocifs. Mais on peut, voilà, par exemple, manger une crêpe à la fin d'une patate douce avant de se coucher, c'est très bien aussi. Voilà. Donc pourquoi du comment? C'est simplement parce que consommer des glucides avant de se coucher le soir permet d'abaisser le cortisol et de vider ses stocks hépatiques au niveau du foie. Et ça, c'est plutôt intéressant. Alors évidemment, il faut que ça rentre dans les macros, parce que si vous consommez déjà tout votre total calorique, vous bouffez ça en plus avant de vous coucher, vous risquez aussi de grossir. Donc Mhm. voilà. Les gens qui consomment de la glace, ils ne se tapent pas un pot entier, hein. Ils en consomment peut-être 50 ou 100 grammes, suivant les gabarits, donc ce n'est pas des grosses quantités non plus. Et voilà. Donc ça permet de mieux dormir avant de se coucher. D'accord. Ok. Vas-y, à toi une question. Euh, on va parler entraînement avec les entraînements en occlusion. Quel est l'intérêt des entraînements en occlusion? Les avantages, les inconvénients? C'est une question d'Emmanuel. Alors,
Donc, peut-être qu'on peut déjà expliquer ce qu'est l'entraînement en occlusion parce que Je peut-être t'en prie. certains ne sauront pas. Donc, en fait, c'est le fait de, on va prendre un exemple très simple. Si j'entraîne mes biceps, c'est le fait de bloquer l'afflux sanguin. Donc, on va utiliser, il y a des bandes qui sont faites exprès, mais on peut utiliser tout simplement. En fait, il faut faire un garrot. Voilà. Donc, on utilise quelque chose qui fait un garrot, hein. C'est un garrot, ni plus ni moins, et on coupe l'afflux sanguin. Donc, l'exemple le plus simple, je pense, c'est les mollets. Vous voyez, vous faites un garrot juste au niveau du genou, en dessous du genou. Vous serrez bien fort là, et puis vous faites les mollets comme ça. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Bah, comme il n'y a pas de, il y a plus de retour sanguin, l'afflux sanguin ne se fait plus dans les deux sens. Eh bien, le sang forcément va rester dans la zone. Voilà. Donc la congestion, on va dire l'afflux sanguin sur la zone sera plus important. Voilà la base. Ça s'appelle le BFR, le Blood Flow Restriction à la base. Ça existe depuis 50 ans ou 40 ou 50 ans et il me semble que ça a été popularisé par un Japonais. Ça existait au Japon. Donc pour vous dire que c'est pas révolutionnaire, loin de là. Voilà, comme pratiquement tout ce dont on parle, hein. On croit révolutionner, mais souvent, bon, c'est des anciennes. Donc ça, c'est vraiment ancien déjà, hein. Alors, l'efficacité, honnêtement, donc si vous vous doutez que ça existe depuis 40-50 ans, ça a été testé, surtesté, resurtesté et refait. C'est bien lorsque l'on veut faire, par exemple, de la rééducation ou lorsqu'on veut s'entraîner léger. Mais il n'est pas possible, en pratiquant cette méthode, déjà de s'entraîner très lourd. C'est pas possible. Et en plus de ça, il y a un danger certain sur la pression artérielle. Voilà. Parce que ce n'est absolument pas, comment dire, ce n'est absolument pas, on va dire, naturel, physiologiquement intelligent et logique que de faire un garrot et bloquer l'afflux sanguin. Voilà, retenez bien ça. Donc, c'est un petit peu, entre guillemets, jouer, peut-être j'exagère, mais à l'apprenti sorcier et à l'apprenti médecin, que d'aller s'entraîner en faisant un garrot. Donc, si vous en faites, je dis n'importe quoi, si vous en faites la base de votre entraînement et de votre progression, vous n'allez pas beaucoup avancer. La dernière chose que je dirais, c'est que c'est très populaire chez les pratiquants qui ne sont pas naturels. Parce qu'il est beaucoup plus simple, là, on a dit dans le podcast 21, il est beaucoup plus simple de provoquer l'hypertrophie et de prendre du muscle lorsqu'on n'est pas naturel, puisque les produits dopants que l'on prend créent déjà un environnement anabolique et font déjà monter le système hormonal. Donc, le but de l'entraînement n'est plus le même. Donc, si vous êtes naturel, qu'est-ce que je pense de l'entraînement avec occlusion? C'est une perte de temps, pure et simple. Voilà, c'est une perte de temps et en plus, c'est relativement dangereux pour ce que ça apporte. C'est même dangereux tout court pour ce que ça apporte. Voilà mon avis. Quel est ton avis? Non, non, c'est pas mal. Et puis, c'est très bien ce que tu as dit. Et puis, en plus, c'est le truc qui est vraiment pratique, quoi. Ouais, Faut être honnête, tu arrives à la salle, tu es en train de faire tes garrots aux bras, aux cuisses, les gens te regardent comme ça. À un moment donné, alors il y a eu beaucoup d'études là-dessus, hein, il y a une efficacité prouvée, hein, mais d'un point de vue mise en pratique et tout, je pense que c'est en réalité assez peu de bénéfices en réalité pour ce que réellement que ça apporte. Pour au final, bon voilà, moi aussi je suis pas forcément hyper partisan. Et moi, je trouve que c'est en plus ce truc qui est vraiment pas pratique à faire. voilà. Si vous voulez un peu plus de références scientifiques sur ça et de connaissances, dans la méthode de Lavier 3, donc le tout dernier livre de Gundil et de Lavier, il y a un chapitre entier où il explique justement les origines de cette méthode, que ça existe depuis longtemps, et puis il rentre beaucoup plus dans les détails physiologiques et mis en pratique, et aussi l'aspect que c'est pas super efficace et pourquoi à la limite on pourrait l'utiliser. Donc je vous invite à lire ce livre et ce passage si vous voulez en apprendre plus. Mais bon, il n'y a pas grand intérêt honnêtement. Alors, question suivante. Alors, tiens, bonne question. Est-il obligatoire pour avoir des cuisses de faire du squat? Sinon, quels sont les meilleurs exercices pour exploser les quadriceps? Donc, première question, squat obligatoire ou pas? C'est une bonne question, hein. C'est une excellente question. Et en plus, moi, j'ai tourné une série de vidéos avec Will Johnson où on explique justement tout ça sur chaque muscle, notamment les cuisses.
Et on explique que justement, les squats sont loin d'être l'exercice le plus optimal pour stimuler les quadriceps. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, on voit beaucoup de personnes qui s'acharnent à faire du squat, qui ne prennent quasiment pas de cuisses, qui prennent souvent des fessiers euh, ou ont des douleurs dans le dos, etc. Et qui au final cherchent comme des bourrins. Et au final, ils n'arrivent pas à développer suffisamment leurs cuisses. Et les cuisses restent un point faible malgré la pratique du squat. Donc ça, bon, moi, je ne peux pas spolier du coup, je ne peux pas trop spolier les vidéos qu'on va sortir. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que le squat est loin d'être l'exercice le plus optimal, en tout cas pour le quadriceps. C'est plus un exercice général pour le bas du corps. Et c'est vrai que ça sollicite les cuisses, les fessiers, les ischios, même un peu les mollets, les lombaires, un peu les abdominaux. C'est vrai que c'est plus un mouvement général pour le bas du corps qu'un mouvement spécifique sur les quadriceps, comme l'est le développé couché pour les pecs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font du développé couché pendant des années, qui n'arrivent pas à faire les pecs. Toi, tu en es le témoin absolu d'ailleurs par rapport aux pecs. Hein. Mmh. La fille qui a le même problème que toi, qui a du mal à développer les pecs, qui a fait beaucoup de développé couché et les pecs ne prennent pas. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est quand vous faites un exercice comme ça qui est polyarticulaire et global, c'est que chaque muscle prend une partie du travail. C'est-à-dire que les pecs au développé couché vont prendre par exemple 25% du travail sur les pecs, 25% sur les épaules, 25% sur les triceps et puis 25% sur les autres muscles périphériques. Pour le squat, c'est pareil. Peut-être que les cuisses au squat sont travaillées qu'à 25% sur les cuisses, 25% sur les fessiers, 25% sur les ischios et 25% sur les lombaires et les mollets. Et du coup, on essaye de mettre des charges énormes, mais on ne stimule pas plus que ça le quadriceps. On n'isole pas le quadriceps, on ne focalise pas le travail du quadriceps pour qu'il se développe plus que ça. Et c'est souvent les muscles périphériques qui prennent en plus le relais. Donc ça pose problème et c'est pour ça que souvent, on reste avec ses points faibles. En pratiquant des exercices comme ça polyarticulaires, on reste souvent avec ses points faibles. Mmh. Alors, bon, nous, on a fait toute une série de vidéos où on explique ça. Et ça va être une série de vidéos assez révolutionnaire où l'exercice que vous allez voir, je pense que 98% des gens n'auront jamais vu ces exercices-là. Et, D'accord. ouais, non, mais ça va être un truc franchement assez révolutionnaire dans l'entraînement. Et je pense que ça va faire beaucoup de bruit dans le milieu du fit game, entre guillemets. Bah, j'espère. Donc, J'espère voilà. pour Ouais. vous déjà. Donc, voilà. Donc, vas-y, je t'en prie. Bah, c'est vrai que non, je suis d'accord avec absolument tout ce que tu as dit. Juste le squat, c'est une grosse part de génétique, hein. Soit tu es fait pour en faire et ça marche super bien, Tout à fait. faire que ça, comme le développé couché, hein. Tout à fait. Tout à fait. Soit tu n'es pas fait pour ça et ça marche pas. Moi, j'adore le squat, c'est mon exercice préféré. Je parle pas au niveau Oui, oui. efficacité, mais au niveau plaisir. J'adore ça. J'adore ça, tu vois. Il n'y a aucun autre exercice pour moi où tu peux avoir l'impression d'avoir autant bossé. Tu vois, tu t'allonges par terre et t'es mort, quoi. Donc moi, j'adore ça. Voilà. C'est un peu bête, mais j'ai C'est pas bête toujours du tout parce aimé. que c'est un facteur, c'est pas bête du tout ce que tu dis et c'est un facteur hyper important. C'est-à-dire que, et après je te laisse la parole, c'est un peu comme si on fait des études et on voit par exemple que tel exercice est meilleur que celui-là. Mais on va dire que celui-là, on va dire le squat est excellent à 80%. À 80% est bon. Et puis, tu as un autre exercice qui est meilleur à 90%. Mais cet exercice-là, tu n'aimes pas le faire. Eh ben, il vaudra mieux que tu restes sur le squat, qui est peut-être un peu moins efficace, Ouais. auquel tu vas te défoncer dessus. Et du coup, le fait que tu te défonces dessus, tu mettes plus d'intensité et que tu en fasses plus, va te permettre de te développer plus que si tu avais fait l'exercice 90%. Donc ça, c'est une notion qui est hyper importante. Voilà, donc c'est vraiment une question de ça. J'adore ça. Bon, c'est vrai que je l'ai toujours fait depuis que j'ai commencé la muscu. Ça fait 10 ans que j'en fais. Maintenant, malheureusement, je peux plus en faire, enfin, plus comme avant. Parce que déjà, bah, j'étais arrivé à des charges où… En fait, c'est un super exercice, mais tu arrives à un moment où franchement, c'est pas pour rire, hein, mais enfin, moi, personnellement, tu te dis, putain, là, si je me rate, c'est fini. Donc voilà, et puis après, c'est vrai que quand tu fais avec l'expérience le ratio bénéfice-risque, bon, bah, c'est quand même comme le soulevé de terre, un exercice sacrément risqué quand tu arrives à une certaine charge. Donc voilà. Et puis moi, après, bon,
petite notion personnelle. J'ai eu quelques soucis physiques, tu vois, qui font que je peux plus en faire. Mais voilà. Mais pour résumer, pour revenir dans le cœur du sujet, soit tu as la génétique et en général, ça se passe bien, le mouvement est instinctif, tu mets lourd et ça se développe. Soit effectivement, et pour une majorité de personnes, bah, c'est pas le mouvement roi, comme on l'a dit, est le mouvement clé. Et il y a d'autres mouvements qui sont plus intéressants. Maintenant, du coup, alors il demandait après quels sont les meilleurs exercices quadriceps pour toi. Si on enlève tout le squat, du coup, donc squat et front squat, parce qu'on peut mettre les deux Ouais, alors je ne peux pas spolier les vidéos, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le squat et la presse ne sont pas l'exercice optimaux pour les quadriceps. Voilà. Ok, Sans trop spolier, et même les fentes qui sont un petit peu plus intéressants ne sont pas encore dans les premiers exercices. d'accord. Mais je ne peux pas Bah, spolier, malheureusement. Comme je, comme j'ai aucune idée du contenu qu'il va produire, j'ai rien vu, je vais m'exprimer. Comme ça, on va quand même lui donner une réponse. Ce sera la mienne. Ça vaut ce que ça vaut. Mais et après, on regardera tes vidéos et puis on verra. Alors, je pense que ce qu'il est intéressant maintenant avec les connaissances qu'on a et l'expérience, alors je parle de nous deux, mais de la science actuelle, c'est de privilégier pour les cuisses les exercices où la tension vient du bas plutôt que sur le haut. Parce que c'est vrai qu'il y a cette notion de pression de la colonne vertébrale à laquelle on ne donne pas assez d'importance. Et puis, au bout de beaucoup d'années de pratique, on se retrouve avec des problèmes de dos. Et c'est quand même un souci. Donc, la presse lourde, le squat, tous les exercices avec les charges sur les épaules, eh bien, ça accentue cette notion. Donc, j'aime bien maintenant quand même favoriser les exercices où la charge est en bas, en fait, pour faire simple. La tension est en bas. Et en plus, pour les quadriceps, ça a une certaine logique au niveau de la tension. Tu vois, que le poids vienne d'en bas. Donc, j'aime énormément le split squat. Alors, certains appellent squat bulgare, il y a plein de noms, mais c'est cet exercice où simplement vous avez le pied sur un banc et puis l'autre pied au sol ou sur un step. Vous avez les haltères soit dans chaque main, soit dans une main du côté qui travaille, puis vous descendez en flexion en gardant le buste bien droit. Voilà, donc j'adore cet exercice. C'est vrai que pour moi, actuellement, pour les cuisses en général et les quadriceps, c'est un des meilleurs. Voilà, c'est un des meilleurs. J'aime beaucoup aussi, merci, c'est Will j'avais jamais vu cet exercice avant. C'est toi qui l'as partagé, Will. Le Brignol squat, là, à la poulie. Seul bémol étant que tu arrives très vite au maximum. Donc, tu peux pas vraiment mettre très lourd et quand tu es fort sur les quadriceps. Donc, c'est plus un exercice, malgré son aspect, que tu vas faire en série longue et peut-être en finition, entre guillemets. Voilà, j'aime bien ces deux exercices maintenant. Après, je suis très friand des fentes quand même, des fentes marchées notamment. J'aime beaucoup les fentes marchées. Il y a peut-être un aspect cardio, mais voilà, j'aime bien cet exercice. Donc, si je donnerais trois exos, c'est vraiment ces trois-là que j'aime bien, qui procurent de bonnes sensations et qui sont relativement efficaces. Il y a le sissy squat et le leg extension buste penché, qui sont des très bons exercices aussi pour isoler le quadriceps, à la condition que le sissy squat est quand même très dur à effectuer correctement. C'est un exercice vraiment dur ouais, très technique, voilà. Donc, c'est pas Redoutable, hein. Redoutable, mais très technique. ouais, très technique, voilà. Et pour être quand même relativement fort, si tu es lourd, c'est quand même relativement dur. Voilà, j'aime beaucoup le leg extension, mais malheureusement, il est souvent massacré. Soit pas assez d'amplitude, soit trop lourd, soit voilà, on a du mal parfois à saisir le but du leg extension. On a cette fameuse notion qu'il ne faut pas descendre en dessous de 90. Les mollets doivent s'arrêter à 90 alors que tu peux avoir un superbe étirement des quadriceps sur un leg extension, à condition de ne pas aller taper en bas, bien sûr. Donc voilà, donc ça donne des pistes. Après, il y a plein d'exercices, hein. J'espère que vous allez en proposer d'autres que ceux que j'ai cités. Comme ça, bah, on en découvrira d'autres parce que c'est toujours intéressant, hein. C'est vrai que avoir des nouveaux exercices, et on peut te remercier d'ailleurs parce que ces derniers temps, c'est vrai que tu en as posté pas mal et il y en a des excellents. C'est super. C'est super d'avoir des nouveaux exercices. Et même pour tous ceux qui nous regardent, hein, mes clients sont les premiers témoins. Voilà, varier les entraînements, découvrir d'autres pistes, et ben, c'est génial. Voilà. Donc j'espère que votre formation, voilà, comme tu l'as dit, il y aura plein d'exercices qu'on n'a pas vus. Oui, non, mais voilà, et puis il y a des notions que personne n'a encore sur les courbes de force, les courbes de résistance,
des notions aussi de sens de la fibre musculaire. Parce que là, on a pris en compte le sens de la fibre musculaire, chose qu'on ne prenait pas en compte jusqu'à présent. Et chaque muscle a un sens particulier. Et vous allez vraiment être surpris et vous allez en tomber. Parfois, vous allez dire putain de merde, pourquoi j'ai fait ça pendant tant d'années. Et en fait, on va vous faire comprendre beaucoup de notions. Ça va être hyper utile pour les coachs aussi. Que ce soit pour les coachs, les pratiquants, les débutants, parce qu'ils vont repartir à zéro avec des bonnes bases, des pratiquants avancés, intermédiaires. Franchement, vous allez voir, c'est nous qu'on a monté qu'on a fait la vidéo, on a filmé pendant 3 jours non-stop, on ne pouvait plus. On est ultra excités tellement que ça, c'est comme si on avait allumé une ampoule dans la tête en disant mais bien sûr, putain, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Voilà. Pourquoi on n'a pas pensé à tous ces paramètres plus tôt qu'on veut développer un muscle, quoi. Notamment un muscle qui est réfractaire, qu'on n'arrive pas à développer. Voilà. Et là, on vous donnera les clés pour tout. C'est une formation qui sera payante, hein. Je l'annonce déjà à l'avance. Mais voilà. Franchement, ça vaudra de l'or. Et croyez-moi, le prix qu'on mettra, ce sera un prix pour certains va paraître peut-être un petit peu cher, mais je peux vous dire que c'est un truc qui va vous servir toute votre vie. Donc enfin bon, voilà. Voilà. Et tous les coachs AW Coaching suivront cette formation, tu peux en être sûr. Voilà. Mais franchement, ça va vraiment vous servir. Mais vraiment, enfin, ça va servir vraiment à tout le monde, quoi. Donc, c'est même au niveau des pathologies, des douleurs. Enfin, on a été hyper complet et je pense que ça va donner un coup de fraîcheur vraiment dans ce monde-là où depuis 50 ans, on fait développer couché pour les pecs et du squat pour les cuisses. Même si ça reste d'excellents exercices, malheureusement, pas pour tout le monde. Et en fait, nous, on a trouvé vraiment les solutions pour enfin trouver une solution au point faible. Voilà. Ça devrait sortir dans les jours où le podcast va être publié, là, je pense. Ouais, je pense que voilà, dans la semaine ou le mois qui arrive, voilà, ça va. Mois de septembre, courant septembre. Fin septembre, ouais, ou début octobre, si on a un peu de retard, parce que c'est quand même beaucoup de taf. Ouais. En plus, il y aura pour tous ceux qui vont prendre le pack, c'est-à-dire qui vont prendre, il y aura 7 modules et ceux qui prendront le module, le pack complet, évidemment, il y aura un prix hyper intéressant. Il y aura aussi une page privée Facebook. D'accord. Où tous les mois, on fera un live où on répondra aux questions à vie. Donc, et on donnera au fur et à mesure aussi toutes les dernières études qu'on a sur l'entraînement. Donc, c'est vraiment un truc vraiment sur le long terme et pour tous ceux qui sont passionnés d'entraînement et d'hypertrophie musculaire et d'attraper des points faibles ou même pour les femmes qui veulent vraiment choper du fessier qui n'arrive pas, etc., etc. Voilà, ça va un truc vraiment périn. C'est vraiment un petit plus pour vous. Voilà, vous ne paierez qu'une fois et à vie, vous allez avoir des données sur l'entraînement, que ce soit pour les coachs, que ce soit pour les personnes confirmées. Voilà, ça sera vraiment un outil francophone qui n'existe pas réellement encore. Et on sort aussi de toute la méthode de Delavier. Je vous le dis, Delavier a fait des choses incroyables et incroyablement intéressantes. Là, va vous montrer encore un angle différent, vraiment différent. Donc, au-delà même de la morphologie. Eh ben, tant mieux. Voilà. Tant mieux. Plus on apprend et mieux c'est. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, voilà. Vas-y, c'est à toi. Il me Bien semble moi. que c'est à toi. Okay. Je ne sais plus. Peu importe, vas-y. Alors, en perte de poids et en sèche, comment vous vous entraînez, lourd ou léger? Et ce sera la dernière question parce qu'on a déjà un peu dépassé le temps. Ok, lourd. Enfin, ouais, oui, lourd. Non, lourd. Alors, cette question, on sait pourquoi elle est là. Hein. C'est parce que ça a été pendant longtemps dit qu'il fallait, lorsqu'on veut sécher, privilégier plutôt les séries longues. Et par définition, quand on pense série longue, il y a Siri qui s'active. Quand on pense série longue, tout de suite, on pense poids léger. Alors, le principal problème pour moi, c'est de penser série longue et poids léger. C'est pas parce que je fais des séries de 20 que le poids il est léger. Forcément, il est léger par rapport à une série de 10. Mais si vous faites des séries de 20 avec un poids léger, votre série de 20 ne sera pas efficace. Donc, raisonnez toujours comme ça. Peu importe que je fasse des séries de 6, des séries de 8,
des séries de 12, des séries de 15, des séries de 20. Peu importe, les 5 peuvent être efficaces. Les 5 toute cette gamme de répétitions peut être efficace et on peut même aller au-delà parfois. Ce qui compte, c'est que le poids soit adapté. Si je fais 20 répétitions avec un poids où j'aurais pu en faire 30 ou 35, alors la série ne sera pas efficace, sauf si c'est une chauffe ou un rappel. Ou, voilà. On parle vraiment d'entraînement, de série effective. Donc, apprenez juste déjà à adapter le poids en fonction des répétitions que vous allez faire, à travailler efficacement et lourd, entre guillemets, en toutes circonstances, selon la charge. Ensuite, il faut arrêter avec cette idée que la muscu, c'est une formule mathématique. C'est-à-dire que pour qu'un programme marche, tout doit être en 4x10. Tout doit être en 4x8. Si vous avez, je vais être un peu virulent peut-être, je suis désolé, mais si vous avez un programme d'un coach qui vous fait faire tout en 4x10 ou en 4x8, c'est qu'il n'a pas tout compris. Voilà. C'est qu'il n'a pas tout compris et peut-être qu'il s'est arrêté juste à son BPGEPS et il n'a pas été plus loin. Donc, laissez-le prendre un peu d'expérience, puis vous Ouais, reviendrez. moi, je donnais des programmes, mais 4x8, 4x10, là, qu'est-ce que tu dis là? Merde! Bah, désolé pour toi. Mais voilà, il n'y a pas de logique là-dedans, en fait. C'est pas parce qu'il n'y a pas de chiffre magique. Oui, scientifiquement, il est prouvé que quand on fait Non, 10 je répétitions, rebondis parce que c'est vrai que tu as entièrement raison, mais c'est vrai que des fois, pour des personnes qui ne sont pas encore expérimentées, donner un cadre un peu précis, entre guillemets, ça permet du moins au départ de les mettre dans un cadre. Parce que souvent, quand tu leur dis, quand tu leur dis bon, alors tu vas faire un peu, pas l'instinct, mais voilà, ta fourchette, ta fourchette c'est entre 6 et 20 reps, tu vois, déjà, des fois, les gens, ils sont perdus. ah ouais, non, mais je ne fonctionne pas comme ça. Je donne des reps. Mais ce que je veux dire, Chris, c'est que, en fait, euh, tu as beaucoup de monde dans ce milieu qui va te dire, tu veux prendre de la masse, c'est 8-12 reps. C'est faux. Tu veux sécher, c'est 15-20 reps. C'est faux. C'est faux. Si moi, je fais un programme d'entraînement, bien sûr, je vais donner les répétitions à faire exactes. Mais il y aura des séries de 8, il y aura des séries de 6, il y aura des séries de 12, il y aura des séries de 15, il y aura des séries de 20, il y aura peut-être des séries de 30, il y aura peut-être des séries de 100. Parce que il y a différentes façons de procéder. Il y a une gamme de répétitions large et variée. Et que si vous faites que du 4x8, que du 4x10, vous allez aller dans le mur. Et en plus, il y a des exercices qui ne s'y prêtent pas. Je ne vais pas faire du 4x6 sur des élévations latérales à la poulie à un bras. Tu vois? Je vais finir comment? Donc, donc, en fait, c'est un peu lutter contre cette idée que voilà, il y a des gens tous les jours, parce que je fais des questions-réponses tous les jours sur Instagram. Donc, Dieu seul sait à quel point j'ai tous les jours les mêmes questions, les mêmes questions, mais j'y réponds, c'est le jeu. Et bah, tous les jours, je vois des questions, Chris, sur Instagram. Est-ce que c'est mieux de faire 4x8 ou 4x10? Tu vois? Et donc, ça veut dire que bah, il y a encore cette notion de se dire, voilà, le mieux c'est 4x10 parce qu'il est prouvé scientifiquement que 10 répétitions à l'échec, ça a 75% de réponse anabolique, c'est ça, hein. Donc, je fais 10%, je fais 10 répétitions, c'est 30% du 1RM. Tu vois, j'ai oublié les pourcentages tellement ça sert à rien. Et basta. Je fais tout en 4x10. Tu vois? Non, mais c'est vrai. Tu vois? En 4x10 ou. Donc voilà. Donc, sortez de ça. Voyez plus large, ce sera mieux. Non, non, c'est excellent ce que tu viens de dire. Excellent. Puis il y a le fameux temps sous tension. Il y a plein de tensions, voilà, qui en fait, la fourchette est relativement large. Le choix aussi d'exercice, c'est vrai que comme tu as dit, c'est aussi important. C'est des exercices qui s'y prêtent absolument pas. L'exercice qui s'y prête peut-être un peu plus. Il y a aussi le facteur aussi individuel de chaque personne, parce que tu as des gens qui aiment s'entraîner un peu plus lourd, d'autres un peu plus légers. Il y a le facteur aussi, si vous avez par exemple des douleurs à l'épaule, ben, vous êtes peut-être obligé de peut-être en tirer un peu plus longue. Si vous avez mal au genou, ben, peut-être que vous ne pouvez pas travailler trop lourd, donc vous allez travailler un petit peu, en tirer un peu plus long. C'est pas pour ça que c'est pas efficace, etc., etc. Et pour revenir au sujet de la diète, quand on est en diète, dites-vous bien une chose, c'est que quand vous êtes au régime ou en sèche, que vous voulez perdre du poids, vous êtes dans un état, entre guillemets, catabolique. C'est-à-dire que vous demandez à votre corps du perdre du poids
D'accord? Donc, vous le mettez quand même à mal parce que vous lui demandez de. Voilà, on n'a pas d'argent et avec le peu qu'on a, il faut qu'on fasse avec. Et en même temps, on lui dit non, mais attends, on n'a pas d'argent, mais moi, la télé, je ne veux pas la vendre. C'est-à-dire, nos muscles, moi, mes muscles, je ne veux pas les vendre. Je ne veux pas les vendre en tant qu'énergie pour brûler. Tu peux utiliser le gras parce que ça, c'est des choses que je n'utilise pas, qui sont là en plus et que tu peux utiliser. Par contre, mes muscles, je ne veux pas que tu les touches. C'est-à-dire qu'on lui demande en plus de faire un effort et de choisir telle ou telle source d'énergie pour être utilisée. Je vous rappelle que les muscles sont une source d'énergie aussi. Hein. Je vous rappelle que les protéines musculaires peuvent se transformer en glucose pour fournir de l'énergie. Et voilà. Donc, il faut envoyer un signal très fort à notre corps pour vous dire, écoute, c'est la famine, on crève la faim, mais je t'en prie, garde mes muscles. Et pour ça, il va falloir stimuler les muscles suffisamment pour envoyer un signal à votre corps pour vous dire, hé, Coco, des muscles, on en a besoin parce que tu as vu, je te sollicite beaucoup et de manière suffisamment intensive pour me dire, ça, tu ne touches pas parce que ça, c'est vital. Voilà. Une fois qu'on a compris ce système-là, c'est ce qu'on revient à dire au podcast précédent, c'est qu'on va au sport pour se construire et non pour se détruire. Donc, on va au sport pour construire la masse musculaire, donc avec une charge de travail et un volume du travail suffisant. Mais si vous commencez à prendre des séries beaucoup plus légères, donc d'infliger moins de tension dans vos muscles, ils n'ont pas de raison de rester en fait, puisque vous demandez un travail moindre, avec des séries plus légères, avec des poids plus légers. Donc, votre corps, il se dit « Ah, bah, c'est bon, je suis moins stimulé, donc je peux utiliser ces protéines musculaires comme énergie. » Et non, vous envoyez un mauvais signal. Le signal qu'il faut envoyer est Coco. Moi, j'ai besoin de ces muscles, j'ai besoin qu'ils restent forts parce que je continue à travailler des charges relativement lourdes ou avec un volume relativement important. Et ça, c'est important. Voilà, ça, c'est vraiment important de le mettre dans sa tête. Et quand vous êtes au régime, vous allez au sport, vous allez que dans cette optique-là de conserver vos muscles ou de faire la masse musculaire. Et c'est ensuite le régime, c'est après votre dépense énergétique au quotidien qui va faire le travail d'utiliser les gras comme énergie. Voilà. Okay. Bon, je crois voilà pour ce podcast. Tu as dit que c'était la fin. On a dépassé le temps. Merci à tous de nous suivre toujours plus nombreux. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous écrire ici en commentaire ou sur les réseaux sociaux et on vous répondra avec grand plaisir lors des prochains podcasts. Yes. À bientôt. Ciao. À plus. Bye bye.